Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 1er mars 2024. C'est une très belle journée parce que d'abord, mars, ça annonce que l'hiver petit à petit veut s'en aller. Et aussi, ça, sans l'annoncer, mais le marché est très beau, très intéressant. Si vous regardez le graphique, toujours c'est le SPY. Nous, on regarde le SPY parce que c'est le SPY qui représente un peu l'Amérique du Nord en général, y compris le Canada, parce que si eux, ça va bien aussi pour nous. Et voilà. Et ce n'est pas vice-versa en réalité. Et puis voilà, regardez comment le marché, depuis octobre, il s'est mis à monter. Il monte, il monte, il monte. Il a grandi beaucoup. Et il continue à monter, voyez-vous. Là, aujourd'hui, il a fait une belle montée aussi. Et, et donc, on est rendu dans les 510 et quelques. Et puis, pourquoi c'est extraordinaire? C'est parce qu'on a continué à lire partout. Il y a plein d'experts qui disaient qu'on devait s'en aller vers le chômage, vers la catastrophe à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais finalement, tout ce qu'on aura, c'est que M. Powell, qui avait promis de baisser les taux d'intérêt, mettons, à partir peut-être du mois de mars, il va renoncer parce que l'économie va trop bien. Et donc, il a peur que ça reprenne un peu l'inflation. Et donc, il ne va pas augmenter les taux, mais il va retarder apparemment, éventuellement, la décision de baisser les taux à partir du mois de juin. On verra qu'est-ce que ça va donner. L'économie canadienne aussi va très bien. Et donc, on peut pas, il y a aucune critique à faire vraiment sur les marchés en général et tout ça. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, excusez-nous, nous on parle toujours de ça, c'est parce que c'est notre métier. Nous sommes gestionnaires de portefeuille. À part le plaisir de communiquer nos vidéos, mais finalement notre travail principal est celui de faire de l'argent pour nos clients. Et je crois qu'on a été quand même assez bon, mais surtout même très bon, si vous permettez, sur le fait que pendant 2 ans, l'économie, le marché n'allait pas bien, puis on a tenu dur avec les clients et puis tout le monde de ne pas sortir, de ne rien faire parce que ça reprenait. Et en effet, tout le monde reprend. Et donc, tout va bien. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu étrange. Ça s'appelle polyarchie. C'est un terme, disons, d'origine grecque, à peu près comme la plupart de ces termes en général. Et, et c'est la gouvernance de plusieurs. Ce n'est pas une dictature ni vraiment la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire, cette polyarchie? Mais avant de parler de polyarchie, il faudrait parler c'est quoi la démocratie. Donc la démocratie, c'est l'origine, c'est un monsieur Clisthène du 6e siècle avant Jésus-Christ. Je dois vous dire, dans mon enfance, on disait que c'était finalement qui avait lancé la démocratie en Grèce, c'était, comment ça s'appelait, Gary? Il y avait, non, Périclès. C'était Périclès. Mais apparemment, non. Étude après étude, on découvre que c'est ce monsieur Clisthène, dont on ne sait pas grand-chose, mais lui, était au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il aurait donc parlé de la démocratie. Naturellement, la liste ici que vous avez après le mot démocratie, c'est la description qu'en fait M. Dahl ici. Robert Dahl, c'est un prof. Il a été prof 30 ans, je crois, je parle, à l'université Yale, aux États-Unis. Et il a fait il a écrit un livre en 1953, je crois, dont la question était qui nous gouverne. Et il a fait, donc, c'est lui qui a sorti le mot polyarchie. Et donc, qu'est-ce qu'il décrivait dans son livre? Il décrivait c'était quoi la démocratie. Donc, il disait la démocratie, c'est essentiellement le suffrage universel, ça on comprend, tout le monde va voter. Ça, on a le droit d'être candidat. On a des élections libres et équitables. Donc, c'est très contrôlé, vérifié, au moins dans notre monde, nous, Canadiens, Américains, que tout le monde, que tout soit vraiment fait correctement et d'une façon équitable. On a la liberté d'expression. On a le libre accès à l'information. On a le droit de former des partis politiques. Et on a ensuite, le gouvernement a la responsabilité de respecter tout le monde et de faire en sorte de ne pas s'accaparer le pouvoir et devenir une dictature. Il va lâcher il va lâcher le pouvoir si un autre gagne les élections et puis tout ça. Tout ça, naturellement, ce n'est pas complet, mais M. Dahl a fait toute la liste vraiment de qu'est-ce que c'était la démocratie. Mais une fois qu'on a la démocratie, c'est-à-dire une fois que la démocratie finalement fonctionne, il faut, comment dire,
Dans le concret, c'est quoi qui se passe? Dans le concret, c'est que à un certain moment, j'imagine, quelqu'un qui est, ne sont pauvre, démuni, ignorant, je ne sais pas comme ça, lui, il n'a pas vraiment accès peut-être à des choses qui sont politiquement plus importantes et plus intéressantes et plus riches pour lui. Et donc, ça veut dire que une fois que le pouvoir a été établi par les élections et puis le respect de toutes les règles, comme c'est marqué ici, ben, il faut à un certain moment créer finalement le pouvoir, c'est-à-dire qui on assume, qui on engage pour remplir des tâches de pouvoir. Et donc, il dit, M. Dahl, qu'il y a essentiellement trois grands critères. Il y a la richesse, la compétence et l'expertise. Finalement, si moi je deviens, mettons, Premier ministre, mais c'est à moi de décider tout, finalement, ben, donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde les gens compétents. C'est que les gens compétents devraient théoriquement avoir accès à l'argent, la richesse et l'accès à l'argent, ensuite avoir la compétence et l'expertise. M. Dahl dit non, on ne peut pas avoir les trois. Si on aurait les trois dans un seul groupe, là, ce serait une oligarchie. Donc, le domaine par un petit groupe de personnes. Mais en réalité, il dit rarement, ces trois caractéristiques sont rarement ou jamais, ces trois caractéristiques se retrouvent ensemble dans un seul cas, dans un seul organisme. Donc, il y a plusieurs organismes dans lesquels un représente l'argent, un autre représente la compétence, une autre l'expertise, et tous ces organismes, finalement, s'arrangent ils sont en compétition entre eux pour prendre le pouvoir et puis finalement se faire engager par le gouvernement et tout ça. Donc, la polyarchie, finalement, c'est quoi? C'est un système de pouvoir pluraliste et c'est compétitif. Le compétitif, c'est justement pour remplir les postes politiques, ça prend ces trois caractéristiques-là, individuellement ou encore par groupe, mais jamais tous les trois caractéristiques se trouvent ensemble. Et ne se trouvant pas ensemble, finalement, c'est une compétition qu'il y a entre les différents groupes et tout ça. Finalement, la polyarchie, c'est que une fois qu'on a un système démocratique, et ça qui nous amène à avoir les élections et tout ça, comme on dit avant. Après, il faut administrer cette démocratie. Donc, la démocratisation, finalement, si on peut dire comme ça, de la démocratie, du processus, c'est finalement la création de ces groupes, lesquels se combattent entre eux pour je ne sais pas, pour convaincre les autres, pour avoir leurs idées, finalement. C'est la compétition. Finalement, la polyarchie, c'est une sorte de compétition entre différents groupes, chacun voulant émerger par rapport aux autres. Et c'est ça qu'on vit, en effet, on vit pas, parce qu'une fois qu'on a dit on est démocrate, enfin on a la démocratie c'est tout le système. Mais une fois que la démocratie fonctionne, une fois qu'on se sert de la démocratie selon les critères qui sont là, la conclusion, c'est qu'après, il faut distribuer le pouvoir. Et comment distribuer le pouvoir et comment engager finalement les gens compétents ou les groupes compétents, ça demande qu'il y ait les trois caractéristiques-là, lesquelles ne se trouvent jamais ensemble, selon M. Dahl, ne se trouvent jamais ensemble pratiquement. Donc finalement, ça prend la richesse à quelque part, la compétence et l'expertise, et finalement, ce sont, mettons, de groupes différents qui se mettent en compétition entre eux pour réaliser ce que le gouvernement devrait vouloir pour faire fonctionner la démocratie. Et voilà, donc ça c'est la polyarchie, c'est une forme de démocratisation du processus démocratique, mais on ne peut pas vraiment partir juste de l'individu avec l'État et c'est tout. Ça c'est le processus démocratique, mais après pour gouverner, ça prend finalement des choses qui soient, ou des personnes qui soient compétentes, et qui sont donc la richesse, enfin comme on a dit, c'est la compétence, l'expertise et la richesse. Et ça s'appelle donc la polyarchie. Je dois vous dire, ça c'est pas vraiment de l'économie, parce que nous très souvent on parle d'économie ici, mais ça finalement c'est la science politique, si vous voulez, comme ça. Mais la polyarchie est vraiment très intéressante. Il y a peu de pays finalement qui sont selon les critères que je viens de vous dire. C'est-à-dire, on a le processus démocratique et après le processus démocratique, on a la distribution du pouvoir entre différents concurrents ou groupes concurrents qui veulent avoir finalement
le pouvoir, finalement, être nommé pour le pouvoir. Et donc, il faut qu'il soit compétent, l'argent, la compétence, enfin, tout ce que c'est marqué ici. Naturellement, est-ce qu'il y a des pays qui finalement ne sont pas comme ça? Et finalement, oui, oui, il y en a. Une chose surprenante est par exemple le Vatican. Est-ce que le Vatican est une démocratie? Non, pas du tout. Il y a un souverain qui est absolu, qui est le pape, et avec théoriquement pouvoir de vie et de mort sur ces sujets-là de son kilomètre carré qui est le Vatican. Et puis tout ça. Mais ce n'est pas le seul. Très peu de pays dans le monde, finalement, ils sont vraiment démocrates dans le sens qui est indiqué ici, avec la polyarchie, c'est-à-dire des gens qui sont compétents pour faire fonctionner l'économie et puis tout ça. Et puis voilà, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc à la prochaine.